Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h, largement consacrée au jour J de François Hollande. Une journée est réglée au millimètre, même si l'imprévu n'est jamais loin. Frappé par la foudre, l'avion du président a fait demi-tour. Mais François Hollande est bien sûr arrivé à Berlin en début de soirée pour la rencontre avec Angela Merkel. Leur conférence de presse commune vient de s'achever. Des points d'accord seraient trouvés sur la croissance. On en parle tout à l'heure. Auparavant, les temps forts de la journée, il y a eu la passation des pouvoirs, un discours sur l'école par le biais d'un hommage à Jules Ferry, la visite à la mairie de Paris et puis des bains de foule à répétition pour celui qui est officiellement devenu le 7e président de la 5e République. Décryptage à suivre ce soir avec nos éditorialistes François Dorcival de Valeurs Actuelles, Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, notre chroniqueur Jean-Louis Gombout et puis invité politique, c'est lui qui avait orchestré la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. L'ancien secrétaire général de l'Élysée de 2005 à 2007, Frédéric Salabaro, est notre invité tout à l'heure. Il maîtrise parfaitement l'allemand. On le décrit comme un social-démocrate capable de rassurer les marchés. Selon ses amis politiques, son style est discret, effacé, diront ses adversaires. Sa connaissance du Parlement est très grande et surtout, sa fidélité à François Hollande est à toute épreuve. Voici le portrait robot du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui s'installera demain matin à Matignon à l'issue de la passation des pouvoirs avec François Fillon qui aura lieu à 10h du matin. Une nouvelle vie commence pour Nicolas Sarkozy, une nouvelle vie encore inconnue et source de nombreuses spéculations. Il pourrait reprendre son activité d'avocat et s'installer au Conseil constitutionnel dont il est désormais membre de plein droit. Une chose est sûre, l'ancien président conserve les mêmes habitudes, en tous les cas sportives. Il a fait son jogging vers 15h tout à l'heure dans les allées du bois de Boulogne avant des vacances annoncées en famille. Voilà pour les titres de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Durant cette journée minutée, au programme très codifié, les occasions pour le nouveau président d'imprimer sa marque sont peu nombreuses. François Hollande a cependant choisi une passation de pouvoir sous le signe du changement qu'il entend désormais incarner, sobre selon ses proches et aussi dominé par les thèmes prioritaires de son quinquennat, comme il l'a rappelé lors de son premier discours à l'Élysée. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire et François Goulin. Une poignée de main pour sceller le changement de président. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction. Monsieur le Président de la République. Dans la salle des fêtes, le président du Conseil constitutionnel donne le véritable coup d'envoi du quinquennat. Joie contenue chez les socialistes présents, mais aucune euphorie dans les premiers mots du président en exercice, conscient de l'ampleur de la tâche. Je mesure aujourd'hui même le poids des contraintes auxquelles notre pays fait face. Une dette massive, une croissance faible, un chômage élevé. La cérémonie est placée sous le signe de la sobriété pour marquer la rupture avec son prédécesseur. Le pouvoir au sommet de l'État sera exercé avec dignité mais simplicité, avec une grande ambition pour notre pays et une scrupuleuse sobriété dans les comportements. Auparavant, en tête-à-tête, dans un entretien de 40 minutes, les deux hommes se sont échangés des secrets d'État, dont les fameux codes de l'arme nucléaire. Seule fausse note de cette matinée, les sifflets de militants UMP lors de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Une fois salués, tous les invités, c'est sous la pluie que François Hollande a effectué son premier déplacement de chef des armées. Comme le veut la tradition, il a remonté les Champs-Élysées avant de ranimer la flamme du soldat inconnu. Et François Hollande a aussi rendu un double hommage aujourd'hui, d'abord au père de l'école, gratuite, laïque et obligatoire. Jules Ferry, le nouveau président, a ainsi réitéré sa volonté de redonner confiance et moyens à l'éducation nationale. Autre hommage, celui à Marie Curie, où il a déposé une gerbe devant la statue de la grande scientifique. L'occasion aussi d'aller à la rencontre des chercheurs. Et à chaque fois, vous allez le voir, le président Hollande s'attarde pour saluer la foule et n'oublier presque personne. Elisa Bertholomé. Éducation et jeunesse, il en avait fait ses priorités pendant la campagne. Le nouveau président s'est adressé à eux aujourd'hui. La jeunesse d'abord, réunie devant la statue de Jules Ferry, pour rendre hommage au père de l'école publique, mais aussi pour assurer le monde enseignant. Comment accepter
qu'un enfant ait plus de chances de réussir s'il a grandi ici plutôt que là. L'école, c'est l'arme de la justice, c'est l'arme de l'égalité républicaine. Et la justice, c'est la mixité sociale. C'est d'accueillir des enfants de quelque catégorie sociale qu'ils proviennent. Au pied de la scène, d'anciens ministres de l'Éducation, mais aussi le possible futur ministre de l'Éducation du prochain gouvernement, Vincent Peillon. Le jeune public, lui, est déjà conquis. Plus tard, on ne sera pas laissé tomber comme peut-être l'ancien président. On aura peut-être un avenir, c'est tout. Il veut développer la jeunesse, c'est une bonne idée parce que déjà il y aura plus de technologies nouvelles et tout ça. Puis les jeunes, c'est le futur, c'est important. Autre déplacement, autre symbole fort, la recherche scientifique, à qui François Hollande a voulu rendre hommage en déposant une gerbe au pied de la statue de Pierre et Marie Curie. Un message que visiblement le monde de la recherche attendait depuis longtemps. Et l'après-midi s'est poursuivi par un arrêt protocolaire, certes, mais très enthousiaste à l'hôtel de ville de Paris. Le président y était accueilli par un maire de Paris, également très ému. Depuis quelques jours, c'était un secret de polichinelle. L'arrivée de Jean-Marc Ayrault semblait programmée pour Matignon. C'est donc chose faite à présent. En décidant de le nommer comme chef du gouvernement, le nouveau président de la République joue donc la carte de la complicité pour entamer son mandat et mener la bataille des législatives. Les deux hommes semblent faits d'un même bois, dont la persévérance et l'attachement au collectif feraient la qualité. Son portrait à Jean-Marc Ayrault par Fabrice Cunet. Avec cette nomination à Matignon, le favori des pronostics a donc été choisi et certaines récentes déclarations de François Hollande trouvent aujourd'hui un autre écho. Ce serait d'abord le choix de la complicité et de la confiance. Mes liens avec Jean-Marc sont connus et remontent à loin. Et j'apprécie ce qu'il fait comme président du groupe depuis bientôt 15 ans, vous vous rendez compte. François Hollande a aussi choisi un CV d'élu local et national, car à 62 ans, le député maire de Nantes, depuis plus de 20 ans, présente un bilan peu contesté à gauche. Si comme François Hollande, Jean-Marc Ayrault n'a jamais été ministre, le nouveau chef du gouvernement pourra s'appuyer sur sa parfaite connaissance du Parlement, lui qui a longtemps été à la tête du groupe socialiste à l'Assemblée. Alors que la victoire se dessinait, il avait d'ailleurs reçu le soutien de nombreux cadres du parti, dont Jean-Pierre Bel. Jean-Marc Ayrault a beaucoup de qualités, il a dirigé une très grande ville, il a été président d'un groupe parlementaire, il est celui qui réfléchit notamment à des sujets comme la démocratie sociale, le dialogue social. Considéré comme un socialiste modéré et pragmatique, il a aussi une qualité qui a peut-être fait la différence. Jean-Marc Ayrault est germanophone. Outre-Rhin, cet ancien professeur d'allemand est envisagé comme un bon médiateur. Un atout certain pour François Hollande, alors que le couple franco-allemand doit dès aujourd'hui trouver de nouvelles règles de fonctionnement. Et j'ajoute que la passation des pouvoirs à Matignon entre François Fillon et Jean-Marc Ayrault aura lieu demain matin à 10 h et la nouvelle composition du gouvernement sera connue également demain, mais en fin de journée. Autre nomination, on en parle moins et pourtant c'est un rôle clé et stratégique à l'Élysée, souvent appelé la tour de contrôle du palais. Il s'agit du secrétaire général de l'Élysée et c'est Pierre-René Lemas qui occupera donc cette fonction. Ce préfet de 61 ans a fait toute sa carrière dans la haute administration. Depuis le mois d'octobre, il était le directeur du cabinet du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Ses proches louent une discrétion soigneusement cultivée, conforme à la tradition du poste de secrétaire général de l'Élysée, où il vient donc d'être nommé. On parle de toute cette riche actualité politique avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Il a aussi été secrétaire général de l'Élysée de 2005 à 2007 jusqu'à la fin de mandat de Jacques Chirac. Il connaît donc le cérémonial de la passation des pouvoirs comme nul autre, ou presque. Frédéric Salabarro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Également avec nous du Nouvel Observateur et François Dorcival, bonsoir, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Frédéric Salabarro, parlons d'abord de ce moment fort, cette passation des pouvoirs. Au-delà de celui qui prend les clés du pouvoir et de celui qui les laisse, que représente ce moment pour vous? Je crois que c'est un moment éminemment républicain. Il y a tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire la préparation, la transmission des dossiers d'une équipe à une autre, le réglage au millimètre de la cérémonie. Mais ce qui est important, c'est la symbolique de la cérémonie. Avec cette scène qui est la plus importante, dans le bureau du président, qui est le bureau du général de Gaulle, où là, le pouvoir de la République va passer d'un homme à l'autre. Un homme qui, un instant avant, a tous les pouvoirs et qui ensuite va toucher le caractère éphémère des choses, puisqu'il va se retrouver comme quelqu'un de normal
dans la vie en dehors de l'Élysée. Et puis l'autre qui sort d'une grande victoire et puis qui d'un coup va voir sur ses épaules tomber tout le poids des responsabilités. Le président de la République, c'est à la fois le père de la nation, le chef de l'État, bref en France, celui dont on attend tout. Et donc là, il y a quelque chose où on sent la République. On n'est pas en monarchie, c'est pas les hommes qui restent, c'est la République qui reste. Pour tous les Français qui ont regardé ce moment, c'est un moment révélateur de la République. Voir le mécano de la République, on peut presque le toucher, et visuellement, bien sûr. C'est la symbolique, c'est pas le mécano. Le mécano est avant et après, c'est le fonctionnement de l'État. Mais c'est cette symbolique extrêmement forte et derrière aussi la dimension humaine très très forte qui porte en elle-même d'ailleurs une symbolique. Ce que fait un président après est assez intéressant aussi du message qu'il veut porter et laisser aux Français. Quand François Mitterrand, par exemple, va au Parti socialiste alors qu'il y a eu une très grosse polémique sur Vichy, il témoigne de quelque chose. Je suis et je reste socialiste. Quand Chirac rentre déjeuner chez lui avec sa femme, c'est après 40 ans sur les routes, je rentre à la maison. Alors quelle est la symbolique de Nicolas Sarkozy qui va faire son jogging? C'est, vous voyez, dès maintenant je me prépare. François Dorcival, il faut y voir le même message? Alors il faut y voir le même message pour ce qui est de Nicolas Sarkozy. Nous verrons bien. Ce qui est vrai, c'est qu'il va avoir deux bureaux. Un bureau qui lui est préparé par la République et un autre par le Conseil constitutionnel, où il va siéger. C'est donc de là que nous verrons l'activité qui pourra être la sienne. Cela dit, cette journée n'est pas celle de Nicolas Sarkozy, mais de François Hollande. Nous en avons maintenant le déroulement complet. On ne s'arrête plus seulement à la symbolique que vient de décrire Frédéric Salabarou. Nous avons eu ensuite l'hommage à Jaurès et à Marie Curie, et le discours à l'Hôtel de Ville. Donc nous avons eu 3 discours, en quelque sorte, d'investiture à l'Élysée. Ferry, qu'est-ce que j'ai dit? Ça aurait pu être Jaurès. Jaurès. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais enfin bon, c'était évidemment Jules Ferry. Pardon. Merci d'avoir rétabli la réalité historique. Et donc 3 discours, l'un à la nation en quelque sorte, l'autre sur l'école et le troisième qui était à l'Hôtel de Ville de Paris pour faire de Paris une sorte d'exemple de sa propre présidence. Donc tout ça était intéressant et chargé de signification. De signe annonciateur probablement de la future présidence de François Hollande, c'est cela? Laurent Geoffrin, quel signe fallait-il y voir? Moi je crois que si on analyse politiquement la chose, je pense qu'on va assister à l'introduction en France, réussie ou ratée, de la culture social-démocrate, qui est en vigueur plutôt en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il y a la simplicité du cérémonial, et il y a la croyance, peut-être un peu naïve d'ailleurs, dans le progrès. Il y a une citation de Victor Hugo, il y a Marie Curie, il y a Jules Ferry. Jules Ferry n'est pas socialiste, c'est un républicain. Et donc c'est un personnage où on met l'accent sur le compromis. Et puis vous avez l'annonce d'une politique qui va consister à faire du social, mais à gérer l'économie. Les 3 catégories sociales qui ont été citées, c'est dans le premier discours, qui est une espèce de discours programmatique, travailleurs, chercheurs, entrepreneurs. Donc on voit bien que c'est l'économie de marché, on l'accepte. D'ailleurs Hollande est celui qui avait fait voter l'acceptation de l'économie de marché par le Parti socialiste, parce que dans le discours, dans la charte du parti, ça n'y était pas avant. Et on aura cette politique-là, c'est-à-dire une politique de compromis. Et il y a l'annonce d'une grande négociation sociale, et il y a la présence de Chirac à la cérémonie de passation des pouvoirs. Et Chirac représente en France justement la logique social-démocrate sur la négociation et la discussion directe entre patronat et salariés. Hollande va favoriser ça. Également représenté à travers Laurence Parisot, oui. Donc voilà, c'est une chose un peu étrange en France parce qu'on n'a pas du tout cette culture. On est jacobins en France, républicains, jacobins, ou très socialistes, beaucoup plus à gauche, etc. Et c'est la première fois en Europe, dans l'histoire française, qu'on adopte, qu'on essaie en tout cas, d'adopter un modèle européen, c'est-à-dire de compromis social et d'efficacité, de réalisme économique. Nous verrons ce qu'il donnera. Frédéric Salabarou, je reviens quand même sur la passation, un moment évidemment historique. Derrière les costumes, il y a celui de l'entrant, celui du sortant, il y a aussi une dimension humaine, vous l'avez dit. L'un se décharge de très lourdes responsabilités, l'autre voit lui tomber dessus, sur ses épaules, de nombreuses charges. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vu aujourd'hui, cette passation de charges, si je puis dire, et pas de pouvoir forcément? Pour l'avoir vécu, effectivement, à travers ces images, je le ressens à nouveau. La passation de charge est très très forte. Alors pour celui qui vient d'être élu, il y a déjà, pendant la campagne électorale, un phénomène. On sent que celui qui va gagner
petit à petit commence à être habité par la responsabilité. On l'avait vu en 95 avec Jacques Chirac, tous ceux qui travaillaient avec lui l'ont senti, commençaient à se transformer. On l'a probablement vu aussi avec les autres et avec François Hollande. Et donc maintenant, effectivement, les choses sérieuses commencent. Alors est-ce que ça sera le virage social-démocrate attendu depuis longtemps en France? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui est devant, c'est la gestion de la crise, c'est les questions économiques et c'est la capacité à gérer ce double défi, croissance-déficit. La passation de pouvoir était particulière parce que Jacques Chirac ne se représentait pas, il n'y avait donc pas d'amertume du vaincu, mais il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. Effectivement, il y avait aussi ce sentiment qui est fort quand on ne se représente pas ou qu'on n'a pas perdu. On a été jusqu'au bout, on a essayé de faire le mieux possible, le plus dignement possible. Et c'est vrai qu'après l'accident de santé du président de la République en 2005, avec aussi cette montée en puissance de Nicolas Sarkozy, c'était très essentiel pour le président de tenir sa fonction, de travailler jusqu'au bout et de sortir le plus dignement possible vis-à-vis des Français. J'imagine que l'ancien président Chirac a dû regarder cette passation de pouvoir, ce cérémonial. Peut-être il vous a dit quelques mots? On n'en a pas parlé. C'est probable. Mais il a dû la regarder. C'est probable. François d'Orcival, la cérémonie a été saluée comme étant sobre, très digne. Est-ce que c'était le cas? Oui, mais bien sûr, mais sobre, digne. Toutes les cérémonies de passation de pouvoir obéissent au même protocole. Depuis le général de Gaulle. Et donc, pourtant, on a dit que celle-ci était sous le sceau du changement. Mais bien sûr, parce que c'était François Hollande et que lui-même avait bien fait passer le message selon lequel il serait un président normal. Dès lors que c'était un président normal, il fallait que cette cérémonie le fût aussi. Elle l'a été, comme l'a été la précédente, etc. Donc, de ce point de vue, aucun changement. Le changement de la journée, il y en a un. Après le déroulement dont nous avons parlé, c'est que non seulement il est allé voir Angela Merkel, ce que Nicolas Sarkozy avait fait lui aussi en 2007, mais c'est public, c'est officiel, c'est filmé, il y a une conférence de presse, alors que les entretiens de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel en 2007 étaient des entretiens plus privés qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc on voit bien que la crise rattrape immédiatement le nouveau président. Laurent Geoffrin, nous allons parler de la crise avec Jean-Louis Gombault qui va nous rejoindre et de cette conférence de presse qui s'est achevée il y a quelques instants. Refermons donc cette page, Laurent Geoffrin, sur cette séquence de cette journée. Qu'est-ce que vous retiendrez le plus, le moment le plus intense selon vous? C'est le discours à l'hôtel de ville, parce qu'il était chaleureux, alors il était au milieu de beaucoup de partisans. Mais là, il y a eu une vraie émotion. C'est-à-dire que lui-même était très grave et on sentait pas une larme, enfin un regard un peu voilé comme ça. Et comme Bertrand Delanoë, lui, il a carrément... C'était pas la pluie, non? Comment? Non, il y avait beaucoup de pluie. C'était à l'intérieur, donc la pluie n'a pas joué de rôle. Mais et là, c'était vraiment... en plus, l'hôtel de ville, alors, c'était pas un endroit populaire, parce que c'était une salle des fêtes dorée, mais c'était le symbole du peuple parisien, de la Deuxième République, de la Troisième, enfin bon, plein d'événements historiques qui sont importants au cœur des Républicains et des gens de gauche. Et donc là, il y avait vraiment une chaleur... amicale et une émotion politique en même temps. Donc c'était, à mon avis, le moment le plus fort. Frédéric Salabarre, on a parlé tout à l'heure d'une nomination dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et pourtant elle est importante, c'est celle du secrétaire général de l'Élysée. Vous l'avez été, on parle d'un rôle clé, stratégique. C'est le cas. Est-ce que c'est vraiment la tour de contrôle du palais? On voit tout, on sait tout? C'est la fonction du secrétaire général. Le secrétaire général, c'est un peu le double, ou c'est plutôt l'homme qui doit dédoubler le président de la République. C'est à la fois celui qui parle en son nom et qui doit effectivement à la fois tout voir et tout écouter pour pouvoir lui rendre compte. Donc il y a cette fonction, c'est le premier des collaborateurs, c'est l'homme de confiance. Alors après, ça se traduit dans un certain nombre de missions qui sont celles du secrétaire général. Ça peut changer en fonction des couples président-secrétaire général. Il y a malgré tout des constantes. C'est le chef de l'équipe de l'Élysée, c'est-à-dire c'est celui qui est en charge du travail au quotidien et notamment de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la parole du président. C'est également celui qui va aider le président, qui est une sorte de sparring partner dans les grandes décisions politiques, le choix non pas du premier ministre, mais en général du second, le choix du gouvernement, les grandes décisions politiques. C'est au fond dans ce rapport singulier entre les deux hommes que le président va tester un certain nombre d'idées, puis décider. Et puis il y a des fonctions qui sont moins connues. C'est une sorte de... Un secrétaire général, ça doit être créateur d'harmonie dans l'équipe. C'est-à-dire c'est lui qui doit veiller à la fluidité du travail gouvernemental. C'est lui qui est porteur parfois des mauvaises nouvelles et qui doit les faire accepter. C'est lui qui doit veiller
quand il y a des tensions avec le Parlement, à ce que les choses se passent bien. Donc là, c'est un rôle qui est majeur. Il est là pour décharger le président de la République d'un certain nombre de tâches compliquées, difficiles, délicates, pour permettre au président de jouer tout son rôle. Il y a beaucoup le mauvais rôle quand même, c'est ce que vous avez fait de 2005 à 2007. C'est un rôle passionnant. Et puis, il y a quelque chose dont on parle peu, c'est la relation avec Matignon. La Ve République est très compliquée. Il y a un président de la République qui est chef de l'État en charge de l'essentiel, mais qui peut attraire tous les sujets. Et puis à côté, il y a le Premier ministre qui est chef de gouvernement, qui est là pour conduire la politique de la nation. Et si on n'y veille pas, très très vite, et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, il y a une rivalité qui est très néfaste qui monte entre les équipes. Et le rôle du secrétaire général, c'est de veiller à ce que cette rivalité n'affecte pas le fonctionnement gouvernemental. Donc effectivement, il y a une fonction alchimique. Il est là pour décharger le président de la République et lui permettre d'être le meilleur possible. Et peut-être qu'il épose aussi une image, François Dorceval, du président de la République. On se souvient du secrétaire général Claude Guéant, qui était très médiatique. Xavier Muscal a été moins. On va retomber un petit peu dans une normalité de cette fonction à présent? Écoutez, si Claude Guéant est devenu médiatique, c'est parce que le président de la République l'avait voulu. Et donc, ses prédécesseurs ne l'avaient pas été parce que le président ne le souhaitait pas, alors que leur rôle politique est important. Ce qui est, je crois, intéressant ici, c'est que nous avons un secrétaire général de la présidence qui est un préfet assez effacé, enfin qui n'a pas fait parler de lui en tant que préfet, et en même temps, nous avons un Premier ministre qui est dans une loyauté absolue à l'égard de François Hollande. Donc, effectivement, il est installé au moment de préparer la campagne des législatives, parce qu'il s'agit de les gagner dans un mois, et en même temps de rester extraordinairement fidèle à la pensée et à la ligne fixée par le président de la République. C'est donc le profil parfait, ce préfet de 61 ans qui a passé toute sa carrière dans la haute administration? Il est sans doute parfait, mais je ne le connais pas. Alors donc, mon jugement n'est pas très pertinent. Pour finir, Frédéric Salabarou, une dernière question sur Jacques Chirac, je ne vous en pose plus. On sait qu'il a adressé, qu'il a téléphoné à François Hollande. On imagine aussi qu'il a adressé un message à Nicolas Sarkozy, peut-être une lettre manuscrite. Il a au même moment appelé François Hollande pour le féliciter et appelé Nicolas Sarkozy. Et il a effectivement, dans la foulée de son appel à Nicolas Sarkozy, envoyé une lettre manuscrite à l'ancien président de la République. Une dernière question aussi, plus large. Quand on quitte aussi le pouvoir, quand on quitte l'Élysée, on a le vide de l'agenda. Comment est-ce qu'on gère ces premiers temps? Puisque vous avez été à côté de Jacques Chirac juste après ces premiers moments difficiles. On a vu, c'est peut-être l'anecdotique, Nicolas Sarkozy faire son jogging. Les premiers moments, les premières heures de Jacques Chirac, comment elles se sont passées? Il l'a voulu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la manière la plus normale possible. Il est allé déjeuner en famille, probablement pour la première fois depuis longtemps. Mais c'est vrai que sur l'instant, il y a un soulagement. D'un coup, on est soulagé du poids des affaires de la nation. Et c'est vrai que juste derrière, il y a c'est une équipe qui est soulagée? Oui, c'est un peu pareil. Mais c'est pas le poids qui pèse sur le président de la République est incomparable. Et puis juste derrière, il y a ce poids terrible du vide. Pour tenir, on est obligé de vivre à un rythme infernal. On sécrète, même physiologiquement, des endorphines à longueur de journée. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Donc nécessairement, il y a un choc physique, choc moral. Et puis après, c'est la vie qui doit reprendre son cours. On reconstruit autre chose. Bien sûr, messieurs, nous allons parler dans un instant évidemment de la rencontre entre Angela Merkel et François Hollande. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire vraiment que cette transition a été apaisée jusqu'au bout? Jusqu'à la fin, jusqu'au au revoir avant de quitter le palais de l'Élysée. Tout a été calculé pour qu'elle le soit. Dans le calcul, est-ce que tout s'est fait tranquillement? Il y a un signe des dieux, c'est que le ciel n'était pas de la partie. Si on est superstitieux, on dira les dieux n'ont pas voulu que ça se passe entièrement de manière satisfaisante. Frédéric Salabarou, c'est une transition républicaine, apaisée, Absolument. Tranquille. Absolument. C'est aussi l'image qui restera. À l'image de la Ve République. François Dorceval. Au fond, sous la Ve République, il n'y a eu qu'un accident, si l'on peut dire, qui a été voulu d'une certaine façon. C'était la transition entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Quand François Mitterrand a accueilli Jacques Chirac en 1995, ça s'est passé de manière parfaite, au point que François Mitterrand avait souhaité bon courage à Jacques Chirac. Et que il avait dit, puisque le 8 mai, il avait reçu les chefs d'État, c'était le cinquantenaire de 1945, donc François Mitterrand était encore président de la République, il avait reçu tout le monde à l'Élysée, il avait placé Madame Chirac à sa droite, et à Madame Chirac, il avait dit, vous saviez qu'il était malade, il avait dit, il me tardait que vous arriviez.
Donc la transition de 95 s'est parfaitement bien passée et celle de 2007 aussi. Donc voilà, ne croyons pas à une exception. Parlons de la suite, puisque les difficultés commencent. François Dorcival, Laurent Geoffrin, vous restez avec nous. On va nous rejoindre dans un instant Jean-Luc Gombault. Merci beaucoup. Frédéric Salabaro, merci d'avoir été notre invité. Nous allons parler bien sûr d'un rendez-vous important qui a commencé avec quelques frayeurs. Vous l'avez souligné, Laurent Geoffrin, lorsque la foudre a touché l'avion présidentiel, mais tout va bien. Finalement, après un changement d'appareil, le président Hollande est donc arrivé à Berlin en début de soirée. Poignée de main, accueil protocolaire et puis conférence de presse commune. On voit tout cela avec Joachim Robb et Thomas Raguet. Une poignée de main cordiale, quelques sourires. C'est la première rencontre entre Angela Merkel et François Hollande. Pour sa première visite officielle en Allemagne, le chef de l'État français est accueilli par les honneurs militaires, puis les hymnes français et allemands. Réunion au sommet et première conférence de presse commune. Je voulais venir ici à Berlin pour également signifier le sens que je donne au mot amitié entre nos deux pays. Nous avons, par notre histoire, par nos engagements, par notre contribution à la construction de l'Europe, des liens forts et une responsabilité éminente. Également au programme, un dîner de travail au menu copieux. Crise de la zone euro et crise politique en Grèce qui annonce aujourd'hui la tenue de nouvelles élections. Je voudrais dire clairement que nous souhaitons que la Grèce demeure dans l'euro et nous savons que c'est ce que veulent la majorité des Grecs. Autre enjeu de cette rencontre, réfléchir aux moyens de relancer l'économie en Europe sans aggraver les déficits. François Hollande et Angela Merkel partagent un même but, mais divergent encore sur les moyens de l'atteindre. Retour sur le plateau du 22h avec Laurent Geoffrin, du Nouvel Observateur, François Dorcival, de Valeurs Actuelles et notre chroniqueur Jean-Luc Gombault qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Je vais préciser à nos téléspectateurs que juste après ce journal, ils pourront voir en intégralité cette conférence de presse commune entre le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel. Nous allons d'abord en parler avec d'abord vous, Jean-Louis Gombault. Comment avez-vous trouvé déjà sur la forme? Parlons de la forme, cette première rencontre entre François Hollande et Angela Merkel. On a vu des sourires chaleureux, une poignée de main. Une présentation de l'un et l'autre. Je veux dire, sur la forme, bon, il y avait des sourires, des fortes amabilités, mais on n'a rien appris d'essentiel sur. D'ailleurs, ça a été dit à la fin par François Hollande que c'était une rencontre pour se présenter, pour mieux se connaître, de marquer la volonté de travailler ensemble. Sur la question centrale qui nous intéresse ici le plus en France, cette affaire de traité, j'ai retenu simplement une phrase: tout doit être mis sur la table. Oui. Et Madame Merkel... Prononcée 4 fois. Voilà, exactement. Et cette phrase n'a pas été démentie, ni nuancée, ni atténuée par Madame Merkel. Donc il semble bien que cette rencontre a quand même servi à quelque chose. On va tout mettre sur la table. Tout, ça veut dire quoi? Ça n'a pas été précisé, mais c'est le traité tel qu'il a été signé par 25 des 27 pays membres de l'Union européenne. C'est les propositions des uns et des autres. Les propositions des uns et des autres, d'abord, je parlais de celle de François Hollande, puisque dans le projet sur les 100 premiers jours, il avait bien dit que d'ici à la fin mai, il rédigerait, son équipe en tout cas, rédigerait un mémorandum visant à il n'a pas dit renégocier le traité, mais compléter, modifier le fameux traité. Et par ailleurs, vendredi dernier, M. Westmeller, le ministre des Affaires étrangères allemand, a proposé un pacte de croissance en 6 points. Donc il semble bien que ce mémorandum, le traité et le pacte de croissance qui a été exposé en 6 points par les Allemands vendredi dernier, tout cela sera mis sur la table. François Dorcival, que de fantasmes, que de dramaturgie autour de cette rencontre. Finalement, on dirait qu'on va aboutir à un compromis. Mais on n'y est pas encore. De toute façon, le compromis, en réalité, c'est l'entente franco-allemande. L'entente franco-allemande, elle est fondamentale. Et donc, la dramaturgie accompagner la campagne, c'était naturel, mais on savait très très bien que les deux dirigeants de l'Allemagne et de la France ne pouvaient aujourd'hui que se présenter, comme vient de le dire Jean-Louis Gombault très bien, se présenter et s'entendre, puisqu'ils vont se voir constamment. Et d'abord, physiquement cette semaine, ils vont encore se voir aux États-Unis et à différents sommets. Et le 23 mai, pour une rencontre informelle avant le Conseil fin juin. Voilà, donc on se voit tout le temps. La France et l'Allemagne, c'est constant.
plus le fait que les élections du 6 mai en Grèce ont abouti à un chaos, qu'il va falloir recommencer le 17 juin d'ailleurs, comme chez nous, et donc il faut évidemment traiter cette crise grecque. Peut-être que là encore la transition est en cours, Laurent Geoffrin, la transition dans les relations franco-allemandes. Un élément quand même sur le 50e anniversaire, c'est important du traité de l'Élysée, symbole de ces relations. François Hollande est donc invité à Berlin, c'est également un signe. Oui, mais il y a un piège là-dessous. C'est que le compromis soit un faux compromis. C'est ce qui s'était passé quand Lionel Jospin était arrivé au pouvoir. Parce que pendant sa campagne électorale, il avait dit bon, on est d'accord pour faire tout ce qu'on doit faire ensemble, mais il y a des conditions. Il y avait 3 conditions, je sais plus, mais une de ces conditions, c'était de créer un gouvernement économique. Il avait raison là-dessus. La preuve, c'est qu'ensuite, la gestion de la zone euro a été plutôt cacophonique. Et donc, il eût fallu, à cette époque-là, avant toute crise, mettre en place une institution capable de coordonner les politiques économiques. Et puis, Chirac avait dit, mais j'ai signé le traité, il n'est pas question de le changer. Les Allemands avaient refusé, et Jospin s'était retrouvé isolé, et il avait cédé. Il avait cédé en échange de quelques phrases symboliques écrites dans le texte, mais qui n'engageaient rien. Ça, c'est exactement le même piège aujourd'hui. C'est-à-dire que Angela Merkel peut céder en disant non, mais Merkel peut dire bon, je suis d'accord, je vais écrire quelque chose sur la croissance dans le traité ou à côté, etc. Ça n'engagera à rien. Et ça aura le même effet que ce qui s'est passé du temps de Jospin. C'est-à-dire que les Français comprendront finalement qu'ils ont beau voter pour une certaine politique, ce sera une autre qu'on appliquera, celle que veulent les dirigeants européens et non pas les électeurs français. Voilà le piège. Alors moi, je ne serais pas aussi pessimiste que Laurent. Non, je ne dis pas que ça va se produire, oui, mais c'est un risque. D'abord, en 99, rappelez-vous, on est sur 4% de croissance, dont d'ailleurs Lionel Jospin profitera pendant les années où il sera à Matignon. Aujourd'hui, la croissance européenne, c'est moins 0,2. Donc, et plus tout le reste. Et bien sûr, l'Allemagne s'en tire nettement mieux que nous, puisque les chiffres du premier trimestre sont tombés aujourd'hui. Nous sommes à 0 et eux, ils sont à 0,5. Mais ils ont des véritables problèmes et ils en sont aussi bien conscients. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est politique pour Mme Merkel. Elle perd élection sur élection dans les régions. Et les prochaines élections pour elle en 2013, septembre 2013 je crois, risquent de se trouver défavorables et elle se risque de se retrouver, elle, en situation de cohabitation qui va la nécessiter de faire un pacte, pas de croissance, mais un pacte politique avec les socialistes. Donc il y a cette difficulté économique particulière qui nous différencie de 99-2000 et il y a cette situation politique particulière en Allemagne qui oblige Mme Merkel à bouger. Oui, mais les Allemands sont les Allemands. Et, oui, ça, et dans les ce Français domaine aussi, mais exactement. Donc eux ont de l'argent, nous n'en avons pas et nous nous empruntons. Et il faut d'ailleurs ajouter que demain nous levons, demain mercredi, 10 milliards d'euros et donc il était évidemment hors de question que l'on crée la moindre tension sur les marchés ou la moindre inquiétude parce qu'on a tout intérêt à lever ces euros dans les meilleures conditions possibles. Je referme cette parenthèse pour en revenir à cette idée que les Allemands sont les Allemands. Ça veut dire tout simplement que conservateurs ou sociodémocrates, sur la discipline budgétaire, ils ont en gros la même doctrine. La même doctrine, c'est que on ne peut pas faire de la relance par le déficit. Voilà. Et oui, nous les Français, c'est pas ce que Hollande propose, bien sûr, mais c'est ce que les Allemands comprennent ou risquent de comprendre de ce qu'il propose. Et donc, toutes les mesures qu'il va prendre, parce qu'il va en prendre avant les élections législatives, puis ensuite, toutes celles qui aurait une teinture dans le genre relance par le déficit serait mal vue. Voilà. Laurent Geoffrin, on va attendre aussi ce qui va être mis sur la table, puisque c'est leur expression. Je voulais parler de cette relation franco-allemande. Est-ce que c'est une exclusive? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre duo, trio, un autre pays? Parce qu'on voit que le premier déplacement de François Hollande a été l'Allemagne. Tout cela est évident, ça doit rester comme cela? C'est parce que c'est l'économie dominante en Europe et qu'on ne peut rien faire à l'échelle de l'Union sans l'accord des Allemands. Qu'est-ce qu'on avait critiqué, cet axe franco-allemand? Il n'y aura pas de rupture sur ce plan-là. C'est les autres pays qui critiquent l'axe franco-allemand parce qu'ils n'en sont pas. Mais c'est obligatoire. Ça n'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec les autres. Simplement, les autres, ils sont en position plus faible. Soit c'est des pays plus petits, soit ce sont des pays déficitaires comme l'Espagne ou comme l'Italie. Donc ils sont dépendants de décisions qui seront prises par les pays du Nord. C'est ça toute la difficulté de la zone euro, c'est que sous la même monnaie, vous avez des économies qui n'ont rien à voir finalement.
et dont la crise a accentué les différences. C'est le problème de la Grèce qui est obligée de se débattre avec un taux de change beaucoup trop élevé par rapport à ses capacités de compétitivité. Et c'est pour ça d'ailleurs pour le moment que la Grèce va finir par sortir, parce que ça devient intenable cette affaire. Malgré et c'est pareil, les messages un petit peu de confiance peut-être adressés ce soir par Angela Merkel et François Hollande. On met en œuvre des mesures de plus en plus draconiennes. Et ils sont de moins en moins capables de rembourser le déficit. Donc c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, ça, c'est un argument qui est assez fort pour Hollande et pour tous ceux qui souhaitent une initiative de croissance en Europe. C'est que jusqu'à présent, la rigueur imposée notamment par les Allemands, bon, elle sert plutôt les intérêts ou les soucis de l'Allemagne, mais elle n'a pas donné de résultats très tangible sur enfin on a évité la catastrophe, c'est déjà quelque chose, mais sur la croissance, il n'y a rien. Sur la croissance, c'est nul. Donc il faut bien faire quelque chose. Jean-Luc Combeau, on imagine que les Grecs ont suivi avec beaucoup d'attention. En plus, ils attendent beaucoup du président français les premières déclarations avec Angela Merkel. Il y a eu quand même des messages rassurants. La Grèce ne doit pas sortir de l'euro et nous sommes prêts à aider la Grèce, a dit Madame Merkel. Sous quelle forme? Alors, il y a une nuance. Madame Merkel a dit je souhaite que la Grèce prennent des dispositions pour rester dans l'euro. Alors que M. Hollande a dit, je ne vous cite pas exactement, mais je veux que la Grèce reste dans l'euro. Bon, on pinaille peut-être un petit peu, mais enfin, le fait qu'elle l'ait dit comme ça et que lui l'a dit comme ça, ça montre qu'il y a peut-être une nuance entre les deux personnes. Je veux dire simplement que François Hollande, vous avez remarqué qu'il avait reçu la semaine dernière Van Rompuy et Juncker. C'est-à-dire donc quelque part, bien sûr l'axe franco-allemand je crois est quelque chose d'intangible, mais il a aussi une volonté de regarder un petit peu sur plus de global peut-être qui a été fait, ce qui a été fait auparavant. La grande distinction par rapport aux années précédentes, par rapport à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est incontestablement, s'est renforcée relativement à nous et relativement aux autres. Mais plus elle s'est renforcée, plus elle est devenue dépendante de l'Europe. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un contraste qui s'est opéré ces dernières années. Il y a un renforcement incontestable et ça pose un véritable problème dans l'orientation politique économique de l'Europe, mais il y a une dépendance croissante de l'Allemagne. Si l'Allemagne a fait un meilleur score que nous en matière de croissance, c'est grâce à ses exportations qu'elle a pu, grâce à sa compétitivité, bien sûr, derrière il n'y a pas quelque chose de caché, mais ceci donne des points d'appui pour discuter avec elle. Je peux ajouter que côté allemand, il est naturel que la chancelière ne prenne pas position publique sur la présence ou non de la Grèce dans l'euro. En revanche, son ministre des Finances, M. Schäuble, lui a fait des déclarations beaucoup plus défavorables à la Grèce. Ça veut dire qu'il traduit un sentiment pas encore avoué de la chancelière ou il fait cavalier seul? Quand nos confrères de Der Spiegel, qui est quand même autorisé comme journal sur Acropolis, allemand, adieu, disent cela, c'est qu'effectivement, on commence à étudier l'éventualité d'une expulsion, en quelque sorte, de la Grèce de la zone euro. Je vous propose de finir un peu plus sur l'histoire. À chaque fois, dans ce duo, président-chancelière, les dirigeants en place ont su trouver un lien, une entente. On se souvient évidemment, on connaît De Gaulle, Adenauer. C'était juste après la guerre, c'était une dimension historique. Il y a eu Mitterrand-Kohl, qui étaient proches tous les deux. Je crois que c'était deux passionnés d'histoire. Il y a eu Giscard-Schmitt, qui partageait le même idéal européen. Il y a eu Sarkozy-Merkel. On va dire qu'ils étaient unis finalement dans la crise. Et comment va être le couple Merkel-Hollande, Laurent Geoffrin? Par quoi va-t-il être unis? Il y aura cette différence, cette confrontation feutrée sur la politique à tenir maintenant, dans la crise. Mais les convictions de Hollande sont très européennes. Tout son parcours le montre. C'est un élève de Mitterrand, d'une part, qui était extrêmement européen, et de Jacques Delors, qui l'était, pour ainsi dire, encore plus. Donc il n'y a aucune raison que ces convictions fondamentales changent. En plus, c'est un homme qui respecte les leçons de l'histoire. Mais même si les jeunes générations maintenant ont un peu oublié ça, l'objet de la construction européenne, c'est de maintenir une zone pacifique sur tout ce continent. Et l'entente avec les Allemands est fondamentale, étant donné les souvenirs historiques que nous avons. Donc tout président français estime qu'il doit de toute manière s'arranger avec les Allemands. C'est une des bases de la politique étrangère française. Mais naturellement. Mais oui, l'intérêt bien compris de chacune des parties. Le couple se fera en marchant, comme tous les couples.
Merci beaucoup, messieurs. Nous suivrons les pas de ce couple bientôt dans nos prochaines émissions. Merci à vous. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Pas plus, pas moins, au premier trimestre 2012, la croissance de la zone euro est nulle, contrairement à ce que prédisaient les estimations. L'Europe évite donc la récession. À noter tout de même des disparités entre les pays. Si l'Allemagne enregistre une croissance de 0,5%, plus que prévu, la Grèce, elle, est toujours sur la pente descendante, avec une chute de son PIB de 6,2%. Déjà condamné pour recel d'abus de biens sociaux dans le volet financier de l'affaire Karachi, Thierry Gaubert a été mis en examen aujourd'hui, cette fois pour blanchiment d'argent, une décision absurde selon l'intéressé. Dominique Strauss-Kahn contre-attaque, il porte plainte contre Nafissatou Diallo pour fausses déclarations et diffamation. Selon ses avocats, les accusations d'agression sexuelle de l'ancienne femme de chambre du Sofitel auraient porté atteinte à sa réputation. Il serait ainsi passé à côté d'opportunités professionnelles. L'ancien patron du FMI réclame 1 million de dollars. Selon la défense, cette plainte est un stratagème désespéré. Pour combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil constitutionnel sur le harcèlement sexuel, Philippe Kaltenbach, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, propose une nouvelle loi. Elle précise le délit. Le 4 mai dernier, en effet, le Conseil constitutionnel a censuré la loi, la jugeant trop floue. Résultat, actuellement, la justice ne peut plus poursuivre les auteurs de harcèlement. Une poignée de main chaleureuse et puis s'en va main dans la main avec Carla. Mais qu'a fait Nicolas Sarkozy après sa sortie de l'Elysée? Pour ses premiers pas de vie ordinaire, il est acclamé par la foule venue lui rendre un dernier hommage à la sortie du palais présidentiel. Puis direction son domicile dans le 16e arrondissement. Là encore, journalistes et fans l'attendent. Il leur adresse un dernier signe de la main. À 15h, sa nouvelle vie commence vraiment et il sort faire un jogging au Bois de Boulogne. Concernant la suite, les bruits courent sur un possible retour à son premier métier d'avocat. En attendant, il va prendre quelques jours de repos. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, on vous propose de suivre dans son intégralité la conférence de presse commune entre François Hollande et Angela Merkel. C'est à la suite de leur entretien à la chancellerie tout à l'heure. Belle soirée à vous et à demain, j'espère. Damen und Herren, Mesdames et messieurs, ich möchte ganz herzlich den französischen Präsidenten François Hollande hier in Berlin souhaiter la begrüßen. bienvenue au président de la République François Hollande à Berlin et nous sommes très heureux que le jour même de son investiture, il ait choisi de venir nous voir et nous sommes d'autant plus heureux que la foudre a frappé son avion. Mais on peut y voir un heureux présage pour la coopération entre nous. Dans un premier entretien, nous avons commencé par faire connaissance et naturellement nous avons été amenés à parler d'un certain nombre de points importants qui vont nous occuper dans les jours, dans les semaines à venir. Nous avons un ordre du jour chargé concernant les dossiers européens, mais nous avons également rappelé que nos relations bilatérales seraient marquées dans les prochains mois par la célébration du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Et nous sommes d'accord pour profiter de cet anniversaire afin de développer et de poursuivre les relations franco-allemandes au XXIe siècle. Et j'ai donc invité le président de la République aux célébrations à Berlin. D'ailleurs, nos parlements vont se rencontrer à Berlin à cette occasion. Ensuite, nous sommes passés très vite aux questions européennes. Et nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre, responsabilité de l'Allemagne et de la France pour que l'Europe ait un bon développement
Et je crois que, animés par cet esprit, nous saurons trouver les solutions aux différents problèmes. Nous allons très bientôt avoir une rencontre informelle le 23 mai. Conseil européen informel le 23 mai, ensuite il y a le Conseil européen à proprement parler fin juin, et nous avons décidé de faire préparer de façon très approfondie ce Conseil européen avec nos collaborateurs. Et chaque partie, la partie française, la partie allemande, va mettre sur la table ses idées en vue de ce Conseil de juin. Quant au traité budgétaire, il a été signé en mars. Les négociations avaient été terminées déjà avant. Et dès le Conseil de janvier, puis au Conseil de mars et ensuite surtout au Conseil de juin, les discussions porteront essentiellement sur la croissance. Et là, il sera très important que l'Allemagne et la France présentent ensemble leurs idées à ce Conseil européen de juin. Et nous avons discuté des modalités de cette étroite coopération. Naturellement, nous avons également parlé de la Grèce, qui nous occupe énormément ces jours-ci. Je voudrais dire clairement que nous souhaitons que la Grèce demeure dans l'euro et nous savons que c'est ce que veulent la majorité des Grecs. Pendant la Troïka a convenu d'un mémorandum avec la Grèce en termes de longues discussions et nous estimons que ce mémorandum doit être respecté. Mais j'ai eu l'occasion de le dire à M. Samaras ou à M. Papademos dans des conversations téléphoniques. J'ai dit que tout ce que nous pouvions faire pour aider la Grèce sur le plan structurel, pour l'aider en matière de croissance, pour l'aider dans son organisation, nous sommes prêts à le faire. Et là aussi, nous sommes d'accord. Nous considérons que la Grèce, qui fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'euro, et c'est dans ce sens que nous voulons continuer d'aller. Nous aurons encore l'occasion de partager le dîner, mais nous sommes maintenant à votre disposition, bien sûr. Et ce que je voudrais dire, que j'étais très heureuse de faire votre connaissance et je me réjouis avec beaucoup d'intérêt de notre future coopération. Mesdames, Messieurs, je souhaitais, le jour même de mon investiture comme président de la République française, venir à Berlin rencontrer la chancelière. Je le souhaitais pour deux raisons. D'abord parce que je ne la connaissais pas, même si sa réputation avait franchi la frontière depuis longtemps. Et ensuite parce que je voulais démontrer que la relation franco-allemande est une constante de l'engagement du président de la République. Je voulais venir ici à Berlin pour également signifier le sens que je donne au mot amitié entre nos deux pays. Nous avons, par notre histoire, par nos engagements, par notre contribution à la construction de l'Europe, des liens forts et une responsabilité éminente. Je conçois la relation entre la France et l'Allemagne comme une relation équilibrée et respectueuse. Équilibrée entre nos deux pays, respectueuse de nos sensibilités politiques et également respectueuse des partenaires de l'Europe et des institutions communautaires. Nous voulons travailler ensemble pour le bien de l'Europe, mais en mobilisant tous les autres pays de l'Union. Je voulais aussi venir pour définir avec la chancelière notre travail pour les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Il y a d'abord le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. La chancelière a bien voulu rappeler le symbole qu'il constitue par lui-même, ce traité qui avait été signé par Konrad Adenauer et par Charles de Gaulle. Je souhaiterais que nous puissions, à l'occasion de ce 50e anniversaire, après une préparation que nous engagerons prochainement, ajouter d'autres dispositions pour que la jeunesse, la culture, bref, tout ce qui peut mobiliser les générations nouvelles pour la relation franco-allemande
puisse être intégrée dans ce nouveau traité. Ensuite, il y a les sujets qui sont de l'actualité, la Grèce. Nous en avons parlé et nous devions en parler. Je souhaite, comme Mme Merkel, que la Grèce reste dans la zone euro. Il y a eu des efforts qui ont été engagés, de part et d'autre, du côté de l'Union européenne comme du côté des Grecs. Et donc nous devons permettre aux Grecs de trouver des solutions. Ils vont être consultés par un nouveau scrutin qui va être organisé le 17 juin. Je souhaite que les Grecs puissent affirmer dans ces élections leur attachement à la zone euro. Et je suis favorable à ce que nous puissions dire aux Grecs que l'Europe est prête à ajouter des mesures de croissance, de soutien de l'activité, pour qu'il puisse y avoir le retour de la croissance en Grèce, alors qu'elle vit une récession. Mais qu'en même temps, les engagements qui ont été pris doivent être tenus. Sur ensuite le sujet du traité budgétaire et du pacte de croissance. J'ai dit que je voulais que la croissance puisse être non seulement un mot prononcé, mais des actes tangibles et traduits dans la réalité. La méthode qui nous paraît la meilleure, c'est celle de mettre tout sur la table à l'occasion du sommet informel du 23 mai. Je remercie d'ailleurs Mme Merkel d'avoir accepté son report pour me permettre de le préparer dans les meilleures conditions. Et surtout le Conseil européen de la fin du mois de juin. Tout doit être mis sur la table, par les uns comme par les autres. Tout ce qui peut contribuer à la croissance. Aussi bien l'amélioration de la compétitivité que les investissements d'avenir, que la mobilisation de fonds, que les eurobonds, bref, tout doit être mis sur la table. Et ensuite, nous en tirerons les conclusions en termes d'instruments juridiques nécessaires. Voilà ce que je voulais dire en me félicitant de l'accueil qui m'a été réservé, parce que c'est une image que je voulais donner, au-delà de nos différences, une image de confiance dans le travail que nous pouvons engager, une image de cohérence dans la relation franco-allemande, de continuité aussi pour, j'allais dire, l'histoire même de nos deux pays dans l'Union européenne. Et ce rendez-vous qui était très attendu, j'ai l'impression que vous êtes venus nombreux à ce rendez-vous, ne permet de, sans rien dissimuler de ce qui peut nous séparer parfois, mais permet de convaincre les Européens que la France et l'Allemagne ont la volonté, à travers la chancelière et le nouveau président de la République française, de travailler en commun pour nos deux pays, pour la relation franco-allemande et pour l'Europe tout entière. Donc il y aura 2 questions pour des journalistes de chaque pays. Bonsoir, Béatrice Adjage de RTL. Madame la chancelière, vous avez dit que vous aimeriez qu'avec le président de la République, vous fassiez des propositions communes sur la croissance au Conseil européen de juin. Alors, est-ce que cela signifie que vos différences, finalement, ne sont pas aussi importantes qu'on avait cru les percevoir durant la campagne électorale française? C'est-à-dire que vous avez déjà trouvé les voies d'un compromis possible? Et puis, je voudrais savoir si, lors de votre entretien ce soir, vous avez parlé franchement de ce qui paraissait vous opposer. Par exemple, Madame la chancelière, avez-vous toujours peur des promesses électorales faites par le président de la République concernant, par exemple, l'augmentation du nombre des fonctionnaires ou la réforme des retraites qui pourrait augmenter les dépenses françaises? Bref, est-ce que vous avez pu rentrer dans le vif du sujet tous les deux? Je vous remercie.
Alors, on me demandait si j'ai peur. Je n'ai pas souvent peur, parce que la peur n'est pas une bonne conseillère en politique. Et puis, comme chacun sait, chaque pays est libre et indépendant dans ses décisions, donc il ne m'appartient pas de m'y immiscer. Je crois que nous sommes d'accord pour reconnaître que nous avons le devoir de travailler ensemble. D'autre part, nous avons eu, 60 minutes. On a constaté des convergences, on a peut-être vu des possibilités de positions un petit peu différentes, mais j'ai parfois l'impression que sur la place publique, on remarque davantage de divergences qu'il n'y en a en réalité. Moi, j'ai toujours dit, d'un côté, il y a le traité budgétaire, mais aussi bien en janvier qu'en mars, nous avons, et en vue du mois de juin, nous travaillons sur le volet croissance. Ce n'est pas la question. La question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les idées des uns et des autres. La croissance, ça c'est une idée générale, il faut que la croissance se fasse concrètement. Et donc je suis heureuse que nous ayons convenu de mettre sur la table et de discuter ensemble des différentes idées permettant de générer de la croissance. Et je ne suis pas inquiète quant à savoir si ici ou là il peut y avoir des divergences, mais il y aura beaucoup de convergences et je me réjouis de la poursuite de notre coopération. Andreas Rinke von Reuters. Andreas Rinke, Reuters, question pour le président de la République. Comme il y a eu différentes présentations sur ce que vous avez dit dans la campagne électorale française à propos du traité budgétaire, donc est-ce que vous allez ratifier tel quel le traité budgétaire ou est-ce que vous insistez sur des modifications du contenu du traité budgétaire ? J'ai dit dans la campagne, et je le répète encore aujourd'hui, comme président de la République, que je voulais renégocier ce qui, à un moment, a été établi pour y intégrer une dimension de croissance. Donc la méthode dont nous avons convenu consiste à mettre toutes les idées, toutes les propositions, et voir ensuite quelles sont les traductions juridiques pour les mettre en œuvre. Et c'est au terme de ce travail que je pourrai répondre à votre question. Je vois des mains qui se lèvent là, mais... Frédéric Lemaître, du journal Le Monde. Madame Merkel, vous aviez dit en novembre 2011 à Leipzig, nous sommes tous maintenant une partie de la politique intérieure européenne. Faut-il en conclure que M. Hollande et vous êtes des adversaires politiques? Et M. Hollande, les chiffres de la croissance au premier trimestre en France a été mauvais. Les prévisions de la Commission européenne pour 2012 et 2013 sont pires que celles que vous avez prévues. La France va-t-elle devoir adopter rapidement un plan de rigueur? Alors, en disant ce que vous avez rappelé, j'ai voulu dire que la politique européenne, c'est bien plus que le simple échange sur des questions diplomatiques, que ce n'est pas simplement la politique étrangère au sens traditionnel du terme. Nous sommes reliés dans beaucoup plus de domaines qu'auparavant. Nous n'avons qu'une seule monnaie. Et quand on a une seule monnaie, on a une responsabilité commune beaucoup plus grande. C'était d'ailleurs la raison de la création de l'euro. C'est de rendre irréversible l'unification européenne. L'euro n'est pas simplement un projet monétaire. L'euro est un projet politique. Et ce projet politique, c'était un message adressé au monde pour dire que nous sommes résolus à nous engager ensemble sur la voie de l'avenir. Et j'ai dit, quand on sait qu'il y a 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, eh bien les 500 millions d'Européens que nous sommes avons tout intérêt à travailler ensemble parce que nous nous reconnaissons dans ces valeurs communes que sont la démocratie, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Ce sont là nos valeurs que nous voulons vivre. Cela s'accompagne d'une grande promesse qui s'exprime par une monnaie commune et dès après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens disaient déjà des pays qui ont une monnaie commune ne se feront jamais la guerre, seront toujours unis dans la paix et trouveront toujours des solutions communes. Et c'est dans cette
esprit que je dis que par l'introduction de l'euro, suite à cette crise que nous avons vécue, beaucoup de choses relèvent de fait plus d'une politique intérieure, ce qui veut dire qu'il y a des échanges extrêmement francs et directs comme on les a au sein d'un conseil des ministres dans un pays donné. Tout simplement parce qu'il faut trouver des solutions extrêmement performantes et efficaces. Alors oui, nous appartenons à des mouvements politiques différents, mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas coopérer. En Allemagne, depuis des décennies, même lorsqu'il n'y a pas de grande coalition au niveau fédéral, mais depuis des décennies, le Bundestag et le Bundesrat ont des majorités différentes et nous recherchons toujours et nous sommes tenus de trouver le consensus et le compromis. Et c'est la même chose en Europe entre les différentes couleurs politiques. Voilà pourquoi c'est une situation qui nous permet de trouver de bonnes solutions. C'est une ancienne expérience en Europe. Ce n'est pas la première fois que, entre la France et l'Allemagne, il y a des relations qui sont conduites par des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de la même sensibilité politique. C'est arrivé avec Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Helmut Kohl, puis ensuite Jacques Chirac et Gerhard Schröder, bref. C'est même l'exception quand il y a des chefs d'État et de gouvernement de même sensibilité politique, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ce que je sais, c'est que nous avons un devoir commun. Les pays se dotent des responsables de leurs choix. Et nous avons à travailler ensemble pour mener à bien les missions qui nous sont données et surtout le devoir de faire avancer l'Europe et de répondre aux grands défis du monde aussi. Et nous nous retrouverons d'ailleurs bientôt à des sommets du G8, de l'OTAN et nous aurons à travailler ensemble. Sur le sujet de la croissance, c'est vrai que le mot était inscrit dans le traité budgétaire. Mais il n'était pas vraiment prononcé. Il y avait sûrement des réunions de travail qui étaient prévues. Et je me félicite que la campagne présidentielle en France ait permis, la situation y a aussi aidé en Europe, de remettre le sujet de la croissance au cœur de nos débats. Je sais qu'il y a derrière le mot croissance des approches qui peuvent être différentes. Mais moi, je suis à la fois pour une économie de l'offre qui soit plus productive et pour des soutiens de la demande qui ne peuvent plus être exercés par les États nationaux, compte tenu des situations budgétaires, compte tenu des endettements. Donc l'Europe aura à prendre sa responsabilité. Et c'est ce que nous allons discuter ensemble pendant les semaines qui viennent. Sur la situation économique de la France, M. Lemaître a bien voulu rappeler l'héritage qui est le mien aujourd'hui, enfin qui m'a été transmis aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance quasi nulle pour le premier trimestre et une perspective, celle qu'a évoquée la Commission, qui laisserait penser que nous n'atteindrions pas les 1,7% en 2013, même si l'INSEE aujourd'hui confirme plutôt cet objectif. Pour en savoir davantage, non pas sur les prévisions économiques, parce que la croissance, nous devons la créer, et à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et même à l'échelle mondiale. Et nous en parlerons sans doute au G8 comme au G20. Mais pour tenir compte des effets d'un ralentissement de la croissance, peut-être aussi de dépenses qui ont pu être engagées, le gouvernement que je vais constituer demain va demander à la Cour des comptes, très rapidement, de faire un rapport pour évaluer l'état de l'exécution du budget 2012. Car je suis pour le sérieux budgétaire. Je suis pour qu'on atteigne nos objectifs. Mais parce que je suis pour le sérieux budgétaire, je suis pour la croissance. Parce que s'il n'y a pas la croissance, alors, quels que soient nos efforts, nous n'atteindrons pas les objectifs que nous nous sommes fixés, de réduction de la dette et de diminution de nos déficits. Letzte Frage von deutscher Seite.
Hasenkamp, AFP. Hasenkamp, AFP. Vous avez dit que vous souhaitiez que la Grèce reste dans l'euro. Alors le fait qu'il y aura de nouvelles élections va plutôt dans ce sens ou est plutôt contraire à cela? D'autre part, dans quelle langue vous êtes-vous entretenu? Alors nous avons essentiellement utilisé nos langues maternelles respectives, sauf les quelques secondes où les interprètes n'étaient pas là, et nous avons un petit peu échangé en anglais. Mais nous avons essentiellement utilisé nos langues maternelles dans nos entretiens. D'autre part, nous devons respecter le fait qu'il y aura de nouvelles élections en Grèce. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que notre souhait est effectivement que la Grèce puisse rester dans la zone euro, que les citoyens se prononcent de fait sur cette question, et cela suppose notamment que les dispositions du mémorandum soient respectées, et d'autre part, chaque fois que la Grèce le souhaite, nous sommes prêts à examiner les nouvelles possibilités de croissance et nous pourrons, le cas échéant, faire des propositions à la Grèce dans ce domaine. Mais sinon, en Grèce, il a été décidé d'organiser de nouvelles élections. Il nous appartient de respecter ces décisions. Oui, je n'aurai pas de réponse différente de celle de la chancelière. Les Grecs sont appelés à se prononcer sur des formations politiques qui sont certaines pour le maintien de la Grèce dans la zone euro, pour d'autres non. Et donc je respecterai, quoi qu'il arrive, le vote des Grecs. En revanche, ma responsabilité, c'est d'adresser un signe aussi aux Grecs. Je mesure les épreuves, les souffrances qu'une partie du peuple grec subit aujourd'hui. Et ces doutes, ces interrogations par rapport à l'avenir. Donc les Grecs doivent savoir que nous viendrons par des mesures de croissance, par des soutiens de l'activité, vers eux pour leur permettre d'assurer leur présence dans la zone euro. Voilà pourquoi, dans cette élection, les Grecs seuls ont la parole. Et il faut toujours avoir, pour le suffrage universel, dans quelque pays que ce soit, le plus grand respect. Mais je dois envoyer un certain nombre de signes, et ces signes sont ceux de la croissance, de l'activité, du soutien. Sur la manière avec laquelle nous avons conversé, Mme Merkel et moi, c'est la langue universelle. C'est celle de la communauté d'intérêt, de l'intelligence respective, de la volonté de trouver les solutions. Et je vous assure, même en parlant français, on peut se faire comprendre par une chancelière allemande. Et réciproquement, une chancelière allemande, en parlant allemand, peut se faire comprendre par un président français. Tout ça pour vous dire que cette réunion n'avait pas vocation à régler toutes les questions qui sont posées, mais avait d'abord comme premier objet de mieux nous connaître, d'établir une relation, de fixer une démarche, d'engager une méthode de travail pour trouver ensemble des solutions. C'est ça le sens de notre rencontre de ce soir et j'en suis très heureux. Merci. Ja, genau. Und es werden weitere folgen. Et il y en aura d'autres. Voilà, vous avez pu suivre en intégralité la conférence de presse entre le nouveau président français, François Hollande, et la chancelière Angela Merkel. Merci de nous avoir suivis et belle soirée à vous sur Public Sénat.